Bonjour tout le monde, bonjour, vous êtes sur YAI. Aujourd'hui sur YAI TV Live, on reçoit Elisabeth Baton-Hervé qui va nous parler justement de l'impact des écrans sur notre quotidien et sur nos enfants, sur notre famille. Et je vais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, la laisser se présenter et après on ira vraiment sur une approche par âge de cette problématique-là. Donc Elisabeth, bonjour, merci de nous rejoindre sur YAI. Eh bien, bonjour à toutes les YAI qui nous écoutent, à toutes les mamans. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et de parler d'un sujet passionnant et en même temps qui n'est pas banal, dont il faut vraiment se préoccuper. Voilà, alors donc moi je suis Elisabeth Baton-Hervé, j'ai fait des études en sciences de l'information et de la communication en France à l'université Rennes 2 et je me suis d'emblée intéressée à la question des enfants et des écrans. À l'époque c'était surtout la télévision, l'écran. Voilà. À l'époque c'était les écrans, mais ça a bien changé, quelques dizaines d'années plus tard. Et d'ailleurs j'en viens à la deuxième question. Bon, pourquoi cet intérêt-là pour cette spécialisation concernant l'impact des écrans? Alors quand moi j'ai repris des études, j'étais déjà maman de 3 enfants, oui. 3 filles, j'ai 3 filles. C'est souvent quelque chose de déclencheur, hein? Voilà, voilà justement. Oui. Justement, et elles étaient en âge de regarder la télévision. Comme j'ai repris des études un petit peu tardivement donc, et qu'on avait des travaux universitaires à rendre, je me suis dit tiens, je vais travailler sur la question des enfants et des écrans. Et en fait, je me suis beaucoup intéressée au contenu des programmes au début oui. Spécifiquement destinés aux enfants. Voilà, j'avais commencé par un mémoire de maîtrise qui était plus généraliste sur les effets des écrans et ensuite je me suis un peu plus spécialisée avec un mémoire de diplôme d'études approfondies et là j'ai étudié, j'ai fait une étude de cas sur une émission jeunesse qui était diffusée par TF1 en France. Oui. Il s'agissait du Club Dorothée. Ah oui. C'était une émission... Oui. On a l'écho du Club Dorothée voilà. Jusqu'au Sénégal. Voilà. C'était quand même, oui. Donc c'était très intéressant. J'ai enregistré des cassettes. À l'époque, c'était des cassettes VHS. Si bien que j'accumulais les cassettes VHS dans ma vidéothèque et que quand les enfants rentraient de l'école avec des petits copains et copines, ils disaient, par exemple la Marina, tu regardes le Club Dorothée toi et elle disait non, c'est ma mère. C'est ma mère, c'est ma mère qui le regarde. Voilà. Non, c'était pour le boulot. Voilà, c'est ça, c'était pour le boulot. Donc, ok. Donc après justement cette spécialisation, déjà je pense que par rapport à cette évolution, parce qu'on part quand même du Club Dorothée où il y avait, à l'époque il n'y avait que la télé en termes d'écran, c'est quoi en fait votre analyse sur cette évolution de ce device là, de ce support dans notre quotidien? Voilà. Alors donc on est de plus en plus envahi par les écrans. C'est-à-dire que les écrans se multiplient et ils sont de tailles différentes. Avant, on avait la télévision dans le salon, voire dans une chambre, mais c'était un écran fixe, assez imposant. Maintenant, avec les portables, les téléphones portables, on peut avoir l'écran dans la poche. Et ces écrans s'invitent dans tous les espaces de nos vies et même dans ces espaces intermédiaires d'attente ou de temps de trajet ou des interstices et des replis de la vie quotidienne. Et
c'est à ce moment-là qu'il est important quand même de réfléchir à la place qu'on veut bien leur donner dans nos vies. Dans nos vies, voilà. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, la discussion, c'est pas du tout de parler d'écarter, etc. Quelque part, dans un sens, c'est du progrès. Voilà. Donc, mais ce progrès-là, il faut se l'approprier, voilà, le dompter et ne pas, pour pas que justement ça prenne le dessus sur nos vies. Et justement, on va rentrer dans le vif du sujet. On va d'abord on va aborder le problème par tranche d'âge, parce que je pense que en fait pour chaque âge la problématique est différente. Là, en commençant par les tout petits, aujourd'hui on voit vraiment ce phénomène de babysitting, on va dire digital, qui est phénoménal, hein. Après, je pense que c'est une question beaucoup plus large, sociétale, etc. Mais justement, de tous ces enfants en bas âge qu'on voit se trimballer avec soit des tablettes ou des téléphones. Aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que ça peut poser comme problème? Voilà, alors c'est vrai que le marché offre des écrans et des contenus pour les bébés, hein. On a vu des chaînes, il existe des chaînes de télévision pour bébés, et maintenant tablettes pour bébés, smartphones avec des contenus dits adaptés. On les vend même en promettant que ça va participer à l'éveil de l'enfant. En réalité, c'est tout le contraire qui se passe. Et nous, on est quelques-uns, quelques chercheurs à dire que l'écran n'est pas adapté avant 3 ans. Et à partir de 3 ans, de toute façon, de manière modérée et avec un accompagnement. Alors pourquoi l'écran n'est pas adapté au bébé? Parce que le cerveau du bébé, ce n'est pas un cerveau adulte en miniature, hein. Il est en plein développement. Il y a un tas de connexions neuronales qui se mettent en place, et justement elles se mettront mieux en place si l'enfant vit des expériences concrètes, tangibles. Comme quoi, par exemple? Crapahuter. Crapahuter, c'est-à-dire aller se salir dans le sable dehors. C'est ça, toucher. Voilà. Explorer son environnement très très concrètement. L'enfant porte à sa bouche, etc. Et toutes ces expériences-là sont absolument essentielles pour le développement de l'enfant. Donc, juste une parenthèse à toutes les mamans qui sont angoissées à l'idée que son enfant se roule par terre parce qu'elle a peur qu'elle se salisse. En fait, laissez-le se salir, c'est ça, voilà, en fait. Parce que ça fait partie ce sont ces expériences-là qui permettent justement, ça fait partie de la construction cognitive de l'enfant. Exactement. Ouais. Et moi, je suis en train de faire une étude là en France qui m'amène à voyager dans plusieurs départements, et je rencontre des professionnels et des praticiens de l'enfance et de l'adolescence pour recueillir leurs expériences, leurs observations, parce qu'ils sont vraiment à même de rencontrer les effets des écrans chez les enfants et à travers ce qu'en disent les parents. Et vraiment, les orthophonistes disent, là, commencent à tirer la sonnette d'alarme parce qu'elles voient arriver des enfants auxquels les écrans ont volé ces étapes. Cette étape sensorimotrice de développement. D'accord. Donc, du coup, ce sont des enfants un petit peu plus pâteaux, qui ont du mal à se débrouiller, ils vont même pas forcément savoir ce que faire d'un ballon, et ils ont un retard de langage, parce que l'enfant ne va pas apprendre le langage à travers l'écran, c'est pas le média privilégié. Ce qui est important pour l'apprentissage du langage, ce sont les interactions humaines immédiates, notamment avec la maman, le papa, enfin l'environnement immédiat, que les parents soient là pour étayer ces débuts de... lorsqu'il baragouine, lorsqu'il fait... le langage bébé, voilà, le areux, voilà, etc. Tout ça. Donc,
le parent est là pour dire oui, c'est bien, tu vois, et donc lui parler concrètement, et c'est comme ça que le langage va naître. Et d'autre part, avec une tablette ou devant la télévision, l'enfant ne parle pas. Oui. Il ne parle pas, et donc il ne s'entend pas babiller. D'accord. Or, il faut qu'il s'entende babiller pour que le langage lui vienne. D'accord. Vous comprenez? Ouais. Et alors que quand il joue, eh bien, il va émettre des sons, il va commencer à dire des petits mots, etc. Il va s'entendre. Voilà, donc ça, tout ça, ce sont des expériences fondamentales. Parce que j'ai cru voir il y a quelque temps, je ne sais pas ce que c'est devenu d'ailleurs, aux États-Unis, une télé qui était créée juste pour les tout petits, soi-disant. En fait, il y avait ce contenu-là adapté aux enfants de moins de 3 ans. J'imagine qu'ils ne regardaient pas en fait des choses où ils voyaient peut-être des dessins animés où les enfants balbutient. Enfin, voilà. Oui. Parce qu'il y a cette offensive en fait des producteurs de contenu et qui disent qu'aujourd'hui, non, nous travaillons sur du contenu adapté, mais le problème n'est pas là. C'est pas en termes de consommation de contenu, parce qu'ils ne sont pas en âge d'en consommer déjà. Avant 3 ans, l'enfant n'est pas en âge de consommer ces contenus-là. Donc, si on vend des chaînes, effectivement, en disant, voilà, on a pensé le contenu pour les bébés, eh bien, il faut savoir que le bébé n'a pas un équipement cognitif suffisant pour être exposé aux écrans. Il me semble qu'il y a des critères de toute façon très simples pour repérer si l'enfant est en âge de comprendre ce qu'il voit à l'image. Déjà qu'il ait acquis le langage, un langage minimum qui lui permet de communiquer ses émotions. Et avant ça, qu'il ait acquis la marche pour pouvoir se déplacer. Parce que s'il est mis devant un écran tout bébé, puisque ces chaînes de télévision disent s'adresser au bébé à partir de 6 mois, et jour et nuit. Donc un bébé de 6 mois, il ne choisit pas de se mettre devant. On le met devant. Voilà, et donc on lui enlève la possibilité de choisir d'autres explorations possibles. Donc c'est bien déjà qu'il sache marcher pour pouvoir quitter l'écran s'il en a envie et aller explorer d'autres choses. S'adonner à d'autres activités, et puis qu'il ait un minimum de langage pour exprimer ses émotions, parce que en regardant des images, il peut être confronté à des émotions qui doivent être échangées avec les parents. Il faut amener l'enfant à mettre en mots ses émotions. Et ces émotions-là, l'enfant peut le matérialiser, ou en tout cas l'exprimer, l'exprimer de différentes façons. Ça peut être la joie, ça peut être la colère, etc. C'est-à-dire qu'on n'inhibe pas cette partie-là. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler justement de personnalité? Est-ce qu'à cet âge-là, on a ce concept de personnalité déjà à cet âge? Je crois, c'est pour ça que les critères d'âge sont approximatifs malgré tout. Je pense que chaque parent peut aussi voir en fonction de la maturité de l'enfant, de sa personnalité, etc., pour gérer les écrans. Certains enfants vont être très sensibles, donc ça n'est pas la peine d'aller l'exposer davantage. D'autres enfants vont avoir cette capacité d'échanger très facilement après avoir vu une émission, d'élaborer ce qu'ils auront vu. Donc on peut autoriser davantage. Et tout de même choisir les contenus à partir de 3 ans. À partir de 3 ans. Mais c'est vrai que du coup, en Europe ou ailleurs où il y a eu des études quand même, des recherches sur ça, le consensus, c'est pas d'écran avant 3 ans. Alors chez les Américains, maintenant, c'est 2 ans. Ils ont un peu baissé l'âge. Pour moi, les enfants n'ont pas changé. Pourquoi on change l'âge? C'est peut-être plus une question de marché, justement.
Donc, mais quand même, globalement, avec ces études, on voit qu'à 2 ans, il y a des acquisitions, 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans, et il y a la question aussi de la vue de l'enfant. J'ai un blog et sur mon blog, j'ai fait un petit article sur le fait que les enfants ne voient pas comme nous. Nous, si on décide de les mettre devant un écran, il faut que la vue soit arrivée aussi à maturité. Voilà, parce que sinon, les images sont floues, etc. Et puis, il faut que l'enfant puisse comprendre le sens de l'histoire, les tenants et les aboutissants. Enfin, on peut résumer tout cela en disant que l'exposition aux écrans, l'exposition des enfants aux écrans, quel que soit leur âge, n'est pas neutre. N'est pas neutre. Il y a forcément un impact. Voilà. Donc voilà, donc beaucoup de prudence, en tout cas avant 3 ans. Et une fois que justement cet enfant-là a acquis un certain nombre d'autonomie, aussi bien pour la parole que sur la motricité, donc vers l'âge de 4 ans, donc il y a là aussi une nouvelle tranche, les 4-10 ans, qui vont avoir une interaction différente avec ces écrans. Ça va être la télé, ça va être les jeux, ce qui commence, voilà, les petits modules de jeux, etc. Et là, du coup, quelle l'incidence on va avoir sur ce type d'attitude? Alors, je pense que déjà, ce qui est important, c'est de ne pas abandonner les enfants devant les écrans. On a dit, ça n'est jamais anodin. D'autre part, je pense que c'est important de ne pas ritualiser Alors la télé du matin, en prenant un petit déj. Voilà, c'est ça. Moi la première. Je suis désolée. Oui, je comprends. Oui, parce qu'en fait souvent les dessins animés du petit déj le matin avant l'école, on se dit allez c'est 10 minutes. Voilà. Mais voilà, je vous laisse continuer. Donc ne pas ritualiser. Voilà, c'est ça. Alors effectivement. Je pense que c'est important aussi de choisir le type de contenu auquel l'enfant va être exposé. Après, dans ces contenus, même si c'est pour les enfants, il vaut mieux de temps en temps regarder un petit peu avec eux pour prendre un petit peu la mesure de la température, savoir un petit peu quels sont les messages véhiculés auprès des enfants. Moi, je me rends compte, parce que je regarde beaucoup en France, ces programmes jeunesse, en fait, ils ne sont pas neutres, surtout sur les chaînes privées commerciales, où là, on a dans les dessins animés des personnages vraiment immergés dans un univers de consommation et où finalement l'intrigue est très pauvre, le dessin est pauvre, les dialogues sont pauvres. La seule chose, c'est qu'on va montrer des personnages qui vont manger en grande quantité, des céréales, des pizzas, enfin tout ce qu'on trouve dans la grande consommation. Voilà, donc il faut quand même prêter attention et même aux messages véhiculés. Est-ce que ce sont des messages qui correspondent à votre point de vue de maman sur l'éducation? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est important de se positionner. Parce qu'il y a de plus en plus ce questionnement justement de ce que, au-delà de l'âge adéquat pour consommer des choses à travers l'écran, on est au Sénégal quand même avec une culture bien spécifique, avec une majorité musulmane. Là récemment, le retour qu'il y a eu par rapport à l'intégration de certains principes culturels qui ne sont pas les nôtres, voilà, c'est un peu compliqué. Dès qu'on touche la religion, donc dès qu'on touche l'homosexualité, dès qu'on touche un certain nombre de principes qui sont en fait délibérément intégrés à des contenus sur peut-être pas forcément des problématiques qui concernent l'enfant. Non plus, voilà, justement. C'est ça. Et donc faire attention à ça aujourd'hui. Voilà, oui, je pense que c'est important et ça permet aussi aux parents d'échanger avec leurs enfants, d'aider leurs enfants aussi à se forger une opinion sur ces contenus. Il ne faut pas qu'il reste, lui, passif.
Oui, c'est ça. Voilà. Et le questionnement est important. Parce qu'au-delà de consommer, de dire est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que je pense que ça demande quand même une attention de la part des parents et des mamans notamment, et puis un accompagnement. Voilà, les contenus ne sont pas neutres. On sait qu'il y a aussi qui sont traversés par des enjeux financiers énormes et politiques même, et que parfois, on oublie la déontologie, on oublie l'éthique. Et je pense que justement le travail du parent, c'est ça, c'est d'être là pour préserver quand même les valeurs qui sont importantes pour les parents. Hein, c'est pas à moi de les dire, ces valeurs, mais c'est à chaque parent de définir son référentiel de valeurs. Voilà, exactement. Et de s'assurer que c'est en fait en cohérence avec ce que nos enfants consomment à travers les écrans. Tout à fait, oui. Après, vous voulez dire autre chose? Je voulais juste dire que oui, il y a des moments aussi, puisque en fait pour moi il y a des effets qui peuvent être bénéfiques, bien sûr, si justement les écrans sont utilisés intelligemment, à bon escient, mais il peut y avoir des impacts très négatifs en cas d'exposition des enfants à des contenus inappropriés ou de temps excessif passé devant ces écrans. Hein, donc les deux choses sont importantes. Alors en général, c'est vrai qu'on conseille, mais après, c'est chacun qui voit en fonction de ses réalités familiales, de travail, etc., d'éviter les écrans le matin avant d'aller à l'école, parce que il y a des enfants qui regardent longtemps. Et je me suis aperçue en faisant mon enquête que certains enfants loupaient le petit déjeuner, la collation du matin, à cause des écrans. Donc vous voyez, d'une part, il faut que l'enfant prenne un bon petit déjeuner et qu'il ne soit pas trop envahi d'images avant les apprentissages scolaires. C'est ça. Voilà. C'est ça. Pour que son esprit soit tout en éveil pour le temps. Disponible pour le temps des apprentissages scolaires. Et puis, bien sûr, pas trop tard le soir quand il y a de l'école le lendemain. Oui. Parce que ça, justement, c'est là où est le danger des écrans. C'est cette facilité d'utilisation et cet aspect séducteur de l'écran. Oui, parce que maintenant, les écrans sont faits en sorte que, moi je suis impressionnée avec ce que les enfants savent faire avec. C'est très ergonomique, c'est très intuitif. On le met entre les mains d'un enfant, on n'a même pas besoin de lui expliquer comment ça marche. Exactement. Voilà. Alors, c'est ça. L'enfant, il est, comment dire, au niveau technologique et utilisation de la technologie, il se débrouille très vite. Hein. Il sait très vite se débrouiller tout ça. En revanche, il a besoin d'accompagnement pour justement décider des contenus vers lesquels il va aller, choisir ses contenus, savoir réagir si le contenu n'est pas approprié. Et tout ça, c'est la part du parent qui est quand même très importante. C'est très important, mais après, je pense qu'aussi il y a un environnement favorable. On a beaucoup de retard sur cet environnement-là qui devrait être structuré par des pouvoirs publics. Cette législation, cette réglementation, quand on voit certains pays qui sont à des stades très avancés, on voit maintenant que les fournisseurs de contenu aussi sont impliqués, à savoir qu'on peut paramétrer son modem qui sert justement, son modem, de sorte que les enfants n'aient plus accès, c'est-à-dire le contrôle parental, mais du contenu pour les écrans. Donc je pense que c'est un ensemble aussi. Voilà, tout à fait. Je pense que par rapport aux écrans, enfin moi, je pense qu'on est dans une responsabilité partagée. Tout ne revient pas aux parents. Donc je pense que les professionnels, ceux qui travaillent sur ce terrain-là et qui vivent des écrans, de leur contenu, de la publicité, etc., doivent aussi être vigilants et
doivent adopter des pratiques responsables. Alors, quand ça n'est pas le cas et quand malgré tout l'aspect financier est premier, eh bien il faut que les citoyens se prennent en main. Ça a été le cas en France pour l'arrivée des télévisions pour bébés. En fait, il y a des associations de consommateurs, d'éducation populaire, familiale, qui se sont prises en main quand elles ont vu débouler en France ces chaînes de télé pour bébés et qui ont interpellé le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui lui s'est retourné vers la Direction générale de la santé, qui a réuni un groupe d'experts, etc. Et ce groupe d'experts, nous étions je crois à peu près une vingtaine, tous, sans exception, ont conclu justement au dommage d'un écran pour les bébés. Pour les bébés. Pour revenir à ce cas-là. Mais c'est pour dire que je pense que c'est important aussi d'être vigilant, donc vigilant chez soi et vigilant aussi en tant que citoyen, et qu'on peut aussi à certains moments réagir pour dire ça, on n'est pas d'accord avec ça. La responsabilité collective, en fait. Et interpeller les décideurs, les fournisseurs, etc. Voilà, ça va être un rapport de force et il faut se placer là aussi, quoi. Donc là, pour cette, on va dire, on était en train de parler des 4-10 ans. La problématique se situe beaucoup sur l'apprentissage, l'impact au niveau de l'apprentissage. Donc libérer en fait des neurones disponibles pour vos enfants, parce qu'ils ont beaucoup déjà de choses à apprendre à l'école et en termes de découverte. Et je pense que j'ai un expert aussi qui disait ça, il n'y a rien de tel qu'un enfant qui s'ennuie. Oui, tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de l'ennui. Il ne faut pas avoir peur de l'ennui. Au contraire, l'ennui va être le creuset de l'imagination de l'enfant. Voilà. Je fais un petit coucou à mes amis de Imagination Africa qui font un travail formidable justement en termes d'imagination chez l'enfant. Voilà. Mais justement, toutes ces initiatives-là sont extrêmement précieuses parce qu'elles vont constituer des alternatives aux écrans. Voilà. Donc effectivement, je crois qu'il ne faut pas que l'écran s'invite dans tous les temps d'ennui. Je pense qu'il faut que l'enfant gère son ennui à certains moments et puis qu'on lui fasse des suggestions. Qu'on lui suggère des choses. Parfois, ça peut être quand même bien sûr prenant pour le parent. Ça va être, on peut peut-être jouer à un petit jeu de société. On peut peut-être aussi, ils adorent ça les enfants. Donc ça peut être passer un petit moment avec eux. Toujours est-il que, et ça se vérifie quand même, que les bons plis sont à prendre dès la petite enfance, donc pas d'écran. Donc là, l'enfant apprend à créer, il apprend à découvrir, etc. Et ensuite, les écrans, donc de manière appropriée, avec des contenus aussi riches que possible, donc de l'information, de l'imagination, etc. Et voilà, et pas ritualiser pour autant. S'il y a un jour sans écran, ma foi, c'est pas mal aussi, quoi. C'est absolument important que les écrans ne soient pas là systématiquement. Voilà. Alors, est-ce que pour le coup, pour cette tranche d'âge-là, est-ce que la ritualisation du temps de consommation n'est pas un recours, par contre? C'est-à-dire, de dire, ok, tu as droit à tant de minutes de télé ou de smartphone par jour, par semaine, je ne sais pas. Est-ce que ça n'aide pas justement, ça n'aide pas le parent à avoir des repères? Je sais pas, j'essaie de voir les solutions. Je comprends, je comprends. Alors mais ça peut être un temps global sur la semaine, avec un temps maximum à pas dépasser dans une journée, par exemple. Alors je comprends qu'on ait besoin de mettre des repères comme ça chez certains enfants qui ont du mal à s'autogérer. À se gérer, sinon, il y a des repères des repères qui peuvent être intéressants. Par exemple, les moments des repas, eh bien, on se dit,
on éteint l'écran. En étant l'écran pendant les repas. Oui, ça c'est une bonne possibilité justement de mettre l'écran à distance pendant un temps et de permettre un vrai échange entre parents et enfants. Oui. C'est également justement le cas le soir pour que les écrans n'envahissent pas les nuits des enfants ou des adolescents. Et on va en parler tout à l'heure des adolescents. Oui, des adolescents, oui. Il y a des parents qui ont trouvé un subterfuge, c'est-à-dire que par exemple, il y a une bannette, un panier dans lequel on met tous les écrans portables. Oui, j'en connais une qui a fait ça. Voilà, alors on pose tous les écrans à partir de telle heure. Voilà. Et je crois que en fait, les enfants et les adolescents ont besoin de ça. Oui. Bien sûr. En général, il y a un jeu, un système, ils essaient de négocier, ils vont peut-être dire... Sinon, ce serait pas drôle. Voilà. Mais en réalité, ce sont des repères rassurants pour les enfants, c'est cadrant. Oui. C'est cadrant et ça, c'est sécurisant pour les enfants. Et puis, je dis souvent que l'énergie qu'on met dans l'enfance, qu'on investit autour des écrans, c'est du gain pour l'avenir aussi. Oui. C'est qu'on a aussi moins de difficultés à l'adolescence ou quand l'enfant est dans jeune adulte et qu'il doit prendre sa vie en main. Donc ça va faciliter beaucoup les choses pour l'après. Oui, l'autonomisation. Exactement. Voilà. Donc la transition est faite pour les adolescents. Voilà. Ou par contre, autant on sait que c'est une période compliquée pour les jeunes. L'adolescence, il y a ce besoin d'affirmation de soi, cette recherche de soi, etc. Et souvent, ça tourne vite à la confrontation. Voilà. Et là, sur le type de consommation, on est sur d'autres types de consommation complètement différents. On est sur des jeux vidéo, on est sur des séries, on est sur des films, avec toute la violence que ça peut impliquer. Et aussi, les réseaux sociaux. Voilà. Aujourd'hui, on diffuse sur Facebook, donc j'espère que les jeunes nous entendront. Les réseaux sociaux, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à ça. Donc, concernant aujourd'hui les adolescents, c'est quoi votre recul par rapport à ça? Alors, je pense que ce qui est important, c'est d'essayer toujours de maintenir le dialogue avec le jeune. Oui. C'est sûr qu'à l'adolescence, eh bien, il y a un petit peu de lâcher prise. C'est normal, hein, c'est dans son accession à l'autonomie, mais on ne peut pas non plus l'abandonner devant les écrans et sur ce marché énorme aussi que constituent les réseaux sociaux. Alors, moi, j'explique beaucoup, par exemple, dernièrement, j'ai fait des interventions dans un lycée, un collège auprès d'adolescents. Oui. Et je leur explique comment ça fonctionne, le modèle économique des réseaux sociaux. Voilà, parce que ça n'est pas forcément clair pour eux. Et comme c'est tellement séduisant, tellement attrayant, et que ils peuvent collectionner les amis, je pense que c'est important qu'ils aient des moments, parfois aussi en dehors de l'espace familial, où on échange sur tout cela avec eux. De manière à ce qu'ils aient la connaissance. Pour moi, c'est vrai que aussi, quand j'ai fait toutes ces études, je me suis dit, j'acquiers des connaissances et j'ai pas envie de les garder pour moi. C'est comme un gâteau qu'on a envie de partager surtout sur ces questions-là, l'éducation des enfants, etc. Donc je pense que les adolescents sont aussi en âge de comprendre bien des choses. Par exemple, qu'ils ne se laissent pas avoir avec le piège de la gratuité. Les réseaux sociaux, c'est souvent gratuit. Oui, mais leur expliquer, si c'est gratuit, c'est que je suis le produit, en quelque sorte, puisque... Et on est volontaire en plus. Voilà. C'est ça qui est grave, c'est-à-dire que personne ne nous force à créer un profil. Donc on est volontaire et donc il y a des conséquences. Il y a des conséquences. On ne fait pas
toujours attention aux conséquences quand on adhère. D'une part, comme conséquence, c'est qu'on donne on communique un tas de données personnelles. Oui. Quand un enfant va s'inscrire sur un réseau social ou un adulte, un adolescent plutôt là, eh bien on va lui demander son nom, son prénom, son âge, son sexe. Parfois on demande même la religion. Oui. On demande un tas d'informations. Donc ces informations-là vont être compilées. Ensuite, on va voir comment il utilise le réseau social. Et ça aussi, ça va être de l'information. Et toutes ces informations-là vont être en quelque sorte vendues à des annonceurs qui vont être intéressés par les profils constitués par toutes ces données personnelles. Je ne sais pas si je suis assez claire. Oui, c'est clair. En fait, on ne voit pas derrière la machine qu'il y a, surtout pour les adolescents. Mais moi, en tant qu'aussi professionnel digital, je suis convaincue qu'on peut avoir, c'est un formidable outil, les réseaux sociaux. Tout à fait. Mais sauf que quand on adhère finalement, Facebook c'est un réseau social pour rester en lien avec sa famille, ses amis, etc. Mais de la même manière qu'on n'irait pas dans la rue pour parler de choses privées, je veux dire, cette attitude, il faut la garder jusque dans les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'on est derrière un écran qu'on devient anonyme. Exactement. Et c'est là où il y a tout le travail à faire par rapport à l'appropriation de ces réseaux sociaux. Parce qu'on sait que chez les adolescents, il y a ce problème-là de vie privée où ils ne connaissent pas forcément les limites de leur vie privée et qui vont étaler. Après, on va jusqu'aux problématiques de harcèlement sur les réseaux sociaux, etc. Il y a vraiment de vrais problèmes de souffrance de certains adolescents causés par ça. Voilà. Il faut bien avoir à l'esprit que le cerveau de l'adolescent n'est pas non plus arrivé à maturité. On dit que c'est autour de 25-30 ans, la maturité vraiment du cerveau. Et qu'est-ce qui... c'est la partie préfrontale du cerveau qui se forme en dernier. Or, dans cette partie, c'est la partie des inhibitions, c'est-à-dire, entre autres, donc de la sociabilité. C'est-à-dire, je ne vais pas être violent avec la personne parce que je vais lui faire du mal. Donc, je vais inhiber ma pulsion violente. Voilà. Et donc ça, chez les adolescents, c'est pas encore vraiment en place, d'où l'intérêt que les adultes soient là. Et là, je dirais parents, enseignants. Il faut vraiment une cohérence éducative entre tous les acteurs de l'éducation. Et donc expliquer aux adolescents aussi les conséquences de leur acte, expliquer que si ils utilisent un pseudo, eh bien malgré tout on peut les retenir, voilà. Et puis que sous un pseudo on ne fait pas n'importe quoi et on n'agit pas n'importe comment. Donc rappeler les droits et les devoirs de l'internaute, qui sont valables pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents doivent avoir une approche d'éducation digitale. Oui. Voilà. C'est-à-dire que cette éducation ne s'arrête pas juste à notre vie en société, parce que maintenant, on a une vraie vie en société sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Et qu'aujourd'hui, il ne faut absolument pas que cet adolescent se retrouve avec un dédoublement de la personnalité, avec une personnalité dans les écrans, sur les réseaux sociaux, une personnalité complètement différente et souvent beaucoup plus, introvertie dans la vraie vie. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Alors, il y a des éléments qui nous permettent de repérer si les problèmes commencent à être importants ou pas. Par exemple, le premier critère qui va nous alerter, ça va être est-ce que le jeune se désocialise ou pas. Voilà. Est-ce que, deuxième critère, est-ce qu'il s'intéresse toujours à d'autres activités, par exemple sportives, culturelles, voilà.
Ça, ce sont deux critères importants. Et puis il y a la question du temps. Et bon, là encore, je pense que les repas familiaux sont importants et ça sert de repère, ça sert de rythme pour toute la famille et ça sert de repère aussi. C'est un bon levier pour prendre de la distance par rapport aux écrans. Et j'ai vu certains parents qui ne veulent pas déranger par exemple leur ado qui est devant un jeu vidéo et qui leur amène à manger voilà, devant le jeu vidéo. Alors là, ça n'est pas à conseiller du tout parce qu'on renforce le côté addictif du jeu vidéo. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est bon, on arrête le jeu vidéo et on passe à table. Il y a un temps pour tout. Voilà. Hein, donc ça, ce sont des petits éléments qui peuvent nous aider. Qui peuvent aider quelques astuces. Il y a aussi la bonne vieille méthode de mettre la console dans l'armoire pendant les périodes scolaires. En tout cas, moi je sais qu'à l'époque, au tout début des jeux vidéo, c'était ça. Hein, on n'avait pas droit à la console pendant les périodes scolaires, on y avait droit pendant les périodes de vacances. Mais aujourd'hui, au-delà de juste l'utilisation excessive de ces consoles, de ces jeux vidéo, il y a aussi le contenu. Bon, quand c'est pour jouer au foot, voilà, il y a moins de problèmes, mais quand c'est pour jouer à des jeux de rôle avec beaucoup de criminalité, des jeux de guerre, etc. Voilà. Alors, il y a des problèmes de contenu par rapport à la violence. Donc, de fait, pour certains enfants, certains adolescents, il y aura, une imitation, enfin, où ça va donner des repères de règlement des conflits par la violence, par exemple. Hein. Surtout que les jeux vidéo sont de plus en plus réalistes, puisqu'on parle de réalité augmentée. Donc, ça fait que finalement, la différence entre la réalité et la fiction est encore plus difficile. Alors il y a ces problèmes de violence, il y a les problèmes aussi liés aux conduites sexuelles, des comportements sexuels à risque, problèmes avec la cigarette, la drogue, etc. Donc je pense que oui, ce qui est important, c'est de conserver le dialogue avec l'adolescent, et puis de l'amener à réfléchir au contenu, à décrypter ces contenus, à comprendre quelles sont les intentions de ces contenus. Par exemple, pour ma part, j'ai exploré un peu sur Internet, je fais par rapport aux émissions de télévision, et j'ai découvert un jour assez sidéré que on offrait des sites de rencontres pour adolescents, calqués sur les sites de rencontres pour adultes. Et en fait, au tout début, ces sites de rencontres s'adressaient aux 11-25 ans. Donc là, il y a quand même un problème de la part de ceux qui conçoivent ce genre de site, hein, puisqu'on expose des enfants jeunes quand même, 11 ans. Alors, à des adultes, oui. Effectivement. Donc eux sont encore très naïfs. Voilà, et puis on leur dit, vous êtes célibataire, mais à 11-13 ans, c'est normal. Mais vous voyez qu'on va leur faire, on va leur faire intégrer que ce n'est pas normal à 11-13 ans, 14 ou même 15 ans d'être célibataire. Mais pourquoi? Pour vendre ces sites. Vous comprenez? Donc là, il y a des problèmes. Alors, moi, j'ai fait un article sur mon blog. Il y a une association qui a réagi aussi. Ça a donné lieu à une émission sur une chaîne de télévision, une petite émission. Mais vous voyez, alors après, ces sites... un de ces sites a reculé l'âge à 13 ans, mais on reste toujours dans l'adolescence avec des enfants qui n'ont pas fini, avec des enfants, ça c'est un vrai problème. Et donc ça, j'en ai pas encore
entendu parler beaucoup au Sénégal. J'espère que ça va arriver, ou si c'est arrivé, que ça va vite s'arrêter. Mais il y a aussi effectivement au niveau de l'adolescence, il y a les problématiques de pédophilie, voilà, de sécurité vraiment Voilà, pour l'enfant, oui. Pour l'adolescent. Et aujourd'hui, l'écran est une porte vers tout. Oui. Une porte ouverte vers tout. Voilà, exactement. Ouais. Avant, on avait quand même des garde-fous pour la presse, pour la radio, pour la télévision, pour le cinéma, qu'on a encore d'ailleurs, hein, qui ont tendance à s'assouplir, mais on les a encore. Alors qu'avec Internet, il y en a très peu. Il y en a très peu. Donc, il faut que les ados connaissent aussi les sites qui peuvent les aider. Donc il y en a quelques-uns comme Internet sans crainte en France. C'est un site français, mais il est très bien fait, et il y a des pages par âge. Je pense que c'est une bonne occasion aussi pour les parents d'être ensemble sur un site, donc devant l'écran. Et de pouvoir échanger. De pouvoir échanger sur ça et de justement recueillir leur avis. Cet échange-là est primordial. J'avais vu d'ailleurs à un moment, il y avait une campagne sur les contenus, on va dire, agressifs ou inappropriés, où on montrait le parent après discuter avec l'enfant de ce qu'il a vu. Voilà. Parce que, ne serait-ce qu'en fait, un journal télévisé peut être un problème, parce qu'aujourd'hui, l'actualité mondiale, désolée, elle est un peu triste. On y montre beaucoup de guerres, beaucoup de souffrances. L'idée, c'est de ne pas les mettre dans une bulle de verre pour qu'ils soient... Mais l'idée, c'est de les accompagner dans cette compréhension, parce que voilà, ils ne vont pas avoir la même perception que nous. C'est excessivement violent, ces images-là de guerre qu'on va voir de la Syrie, etc., d'enfants qui sont morts. Ça, c'est des images très fortes. Même déjà pour un adulte, alors pour un enfant, c'est très fort. C'est pourquoi il sera important aussi de développer dans le cursus scolaire l'apprentissage de la lecture des images, du décryptage des contenus médiatiques, de manière à se forger un jugement, à savoir se forger un jugement, de manière à se situer dans le discernement et dans la distanciation. C'est développer l'esprit critique. L'esprit critique. Voilà, face aux écrans. Ça devrait commencer au primaire et se prolonger au collège pour apprendre à gérer tous ces écrans et à se positionner dans ce monde d'écran. Et à en tirer les bénéfices. Les bénéfices. Voilà. Avec le minimum d'impact négatif possible. Et donc, l'avant-dernière question, ce serait, au-delà de l'impact sur chaque enfant en fonction de son âge, on a la cellule familiale. Parce qu'aujourd'hui, on rentre dans des cellules familiales où le père est devant son ordinateur parce qu'il finit un rapport, la mère est sur son téléphone, les enfants sont sur un jeu vidéo, et en fait, elle est où la cellule familiale? Voilà, ça c'est aussi un sujet très important, et c'est pas rare que j'entende même des jeunes dire mais mes parents ils sont tout le temps devant les écrans. Ah, moi je l'ai entendu plusieurs fois, des enfants s'en plaindre. On aimerait plus parler avec nos parents. Donc, le parent est un modèle. Alors déjà, je crois que s'il veut obtenir certains comportements chez ses enfants, il faut que lui-même les applique. Bien sûr. Donc, oui, c'est important de préserver des temps de communication en direct. Parce que sinon, ces écrans dont on a parlé, qui sont très faciles d'utilisation, avec des contenus... très séduisant, c'est attractif, c'est chronophage, et bien si on n'y prend pas garde, il n'y a plus de communication dans la famille. J'ai vu aussi que dans certaines familles, c'est source de conflit parce que les parents veulent gérer, les enfants veulent être sur les écrans, etc. C'est pourquoi je disais au début que les meilleurs...
il faut prendre les bons plis dès le début pour éviter trop de conflits à l'adolescence. Oui, parce que c'est facile de laisser l'enfant grandir avec tous ces écrans, ces devices, et arriver à l'adolescence, lui dire ah non, tu passes trop de temps, voilà. Tu dois faire, tu passes ton bac, il faut que tu étudies. Non, c'est le modèle qu'on lui a inculqué. Oui, et justement, je crois que en général, en tant que parents, on est très soucieux du vécu scolaire de nos enfants et surtout des résultats scolaires. Alors je pense qu'on peut aussi se soucier du vécu de nos enfants, de nos adolescents à travers ces écrans. Donc dans l'univers familial, oui, comme je le disais tout à l'heure, il y a des temps privilégiés, c'est-à-dire pas d'écran pendant les repas, pas les veilles d'école, et surtout aussi préserver des alternatives aux écrans, favoriser le sport, favoriser quand c'est possible quelques activités à l'extérieur ou des activités manuelles à la maison aussi. Oui, après souvent les parents, bon, le garde-fou souvent c'est que je sais pas, etc. Mais justement une très bonne utilisation des écrans et du digital, c'est de détourner en fait de prendre le dessus. C'est à nous de dire qu'on veut faire ça avec cet écran, etc. Aujourd'hui, un écran et Internet peut être source d'inspiration et d'innovation. Je pense notamment aux réseaux comme Pinterest. Pinterest est un formidable outil d'inspiration. On a envie de faire une activité avec son enfant, on ne sait pas quoi faire. Bah, allez sur Pinterest, vous allez trouver plein d'idées que après vous pouvez transposer pour créer des moments d'échange avec vos enfants. Voilà, je pense qu'il y a des outils qui peuvent permettre vraiment la créativité, l'imaginaire. Je pense Instagram peut être utilisé intelligemment. Instagram aussi, tout à fait. Parce qu'on peut permettre aux ados de créer des petits films, de faire passer des messages qui les concernent, etc. Donc oui, il faut aussi savoir utiliser ces outils-là, très intéressants, mais dans une perspective de créativité et comment dire, positive. Voilà. Je pense que tout ça, ça fait partie de l'univers des adolescents aujourd'hui, donc et des enfants. Donc, ce sont des outils très intéressants, mais il faut vraiment être vigilant pour qu'ils n'envahissent pas la vie quotidienne. Qui n'empêchent pas les relations intrafamiliales et sociales d'une manière générale. Et qu'on sache les mettre à leur place. Oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, le parent c'est le guide, donc il doit guider. Voilà. Tout à fait. Donc, le mot de la fin, en termes, on va dire, de solution, parce que effectivement, je pense qu'aucun parent aujourd'hui aucun parent peut dire qu'il n'est pas conscient des problèmes. Chaque parent se cherche, on sait que être parent, c'est un apprentissage aussi, c'est quelque chose qu'on apprend à devenir. Et l'idée, c'est une fois qu'on connaît les problèmes, c'est de trouver des solutions. Donc aujourd'hui, les recommandations, ce serait quoi? Alors, par exemple, je ne l'ai dit, pas d'écran le matin avant l'école, pas d'écran dans la chambre. Parce que c'est souvent nuisible, l'enfant s'endort avec la télévision ou alors s'il est sur son ordinateur ou sa tablette ou son smartphone, eh bien il va avoir des difficultés à s'endormir puisque ces écrans diffusent une lumière bleue qui empêche la sécrétion de l'hormone du sommeil, de la mélatonine. Donc pas d'écran dans la chambre. Voilà, c'est ça, mettre les écrans à leur place, préserver des petits temps aussi ensemble, à regarder un bon film qu'on a choisi ensemble et qu'on peut commenter ensemble ensuite. Après, voilà, utiliser tous ces dispositifs qui sont mis à notre disposition
mais pour notre bien-être, Oui. pour notre enrichissement personnel et collectif. Voilà, ça va être ça. Ça va être ça. Bah, moi, je lance un défi à nos yaïs, hein, à toutes les yaïs, les mamans qui ont des enfants créatifs, justement, de leur donner une tribune pour leur créativité. Voilà, il y a des enfants qui aiment le théâtre, bon, filmez-le et proposez-leur de faire une réalisation à la maison d'une pièce de théâtre. Il y a des enfants qui aiment chanter, proposez-leur une réalisation pour créer leur propre comédie musicale. Et on sait effectivement que le jeu, c'est prouvé, il y a des études, hein, que le jeu utilisé à bon escient est un formidable outil éducatif. Donc voilà, donc en tout cas, Elisabeth, merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci, un grand merci. Merci à vous toutes qui avez écouté l'émission. Voilà, je mettrai le lien du blog d'Elisabeth qui est très riche en conseils sur la vidéo après. Donc vous pourrez vous en inspirer. Elle a cité aussi quelques références de sites qui accompagnent les parents pour cela. Moi, j'ai aussi une autre référence à laquelle je pensais, Arte. Je trouve que Arte fait un travail formidable quant au contenu. Et notamment, il y avait un concept qui s'appelait tu mourras moins bête. Tapez-le sur internet, voilà, ce sera un exercice. Tapez sur internet, tu mourras moins bête. Pareil, c'est un contenu dédié aux parents et aux enfants pour justement les aider à se comprendre. Notamment, je suis tombée sur celui où tu mourras moins bête, comprendre l'adolescent. Souvent, en fait, on le diabolise, mais il y a beaucoup d'explications qui sont liées pourquoi il se comporte de telle ou telle manière. Je voudrais aussi ajouter peut-être un autre site que vous pourriez visiter, Edupax. Oui. Edupax a été créé par Jacques Brodeur, un Québécois qui a lancé au Québec 10 jours sans écran et puis qui organise également ce défi 10 jours sans écran en France. Il est en France actuellement. On travaille ensemble avec tout un réseau et c'est intéressant parce que ça engage à la fois les enseignants, les parents, un petit peu toute la communauté et au bout du compte, ça permet de prendre conscience de la place que prennent les écrans. Voilà, donc c'est 10 jours sans écran, mais c'est pas pour se priver tout le temps d'écran, mais c'est juste pour apprendre à gérer les écrans en prenant conscience de la place qu'ils prennent dans nos vies. Bah, écoutez, on va vous mettre tout ça après en commentaire sur la vidéo. Et donc pour tous ceux qui n'ont pas pu, qui nous ont regardé et qui ont apprécié, n'hésitez pas à partager pour en faire profiter, comme disait Elisabeth, hein, ne gardez pas le gâteau pour vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager ce contenu avec tout votre entourage. Et moi je vous dis à très bientôt donc sur YAI TV live. Voilà, certainement la semaine prochaine on vous communiquera le programme très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.